Bonjour Bruno Gollnisch, nous vous Bonjour. retrouvons dans le sud à l'université d'été de Chrétienté Solidarité avec votre ami Bernard Anthony. Ce n'est pas la première université d'été à laquelle vous participez, je crois. Non, en effet, là c'est l'université d'été, plus exactement du Centre Charlier, animé entre autres par Bernard Anthony, mais je dois dire avec une équipe de gens extraordinairement sympathiques, venant de milieux très divers et qui font autour de Bernard Anthony un travail social, associatif, je dirais, judiciaire quelquefois, et intellectuel tout à fait considérable. Moi, je recommande la lecture, par exemple, du Dictionnaire de la réplique de Bernard Anthony, indépendamment de ses ouvrages sur l'islam, sur le judaïsme, c'est toujours très documenté, sur Jean Jaurès aussi récemment, démythifiant quelque peu la personnalité placée aujourd'hui par tout le monde sur un piédestal de Jean Jaurès. C'est au-delà de cet effort intellectuel, c'est assez admirable de voir des gens qui se forment, qui préfèrent sacrifier les vacances, ils auraient pu passer en famille, entre copains, comme tout le monde, dans la piscine ou avoir du pastis, et qui font cet effort civique et citoyen. C'était le cas aussi, effectivement, pour l'université d'été de Renaissance catholique, qu'animent entre autres, avec beaucoup de compétences, Jean-Pierre Maugendre, et aussi Michel de Gégère, journaliste au Figaro, bien que cela n'engage en rien son journal, naturellement, c'est aussi intellectuellement très stimulant et je dois dire très réconfortant. Alors parlons un petit peu d'histoire. Il y a 100 ans, quasiment jour pour jour, démarrait la Première Guerre mondiale. Est-ce que les leçons du passé, Bruno Gollnisch, ont été comprises ? Je n'en suis pas certain. C'est vrai que cette commémoration m'émeut. J'ai beaucoup entendu parler de la Première Guerre mondiale, notamment par mon grand-père maternel qui venait de réussir, je crois à l'âge de 18 ou 19 ans, le concours de Polytechnique en cette année août 14 et qui est immédiatement comme volontaire parti sur le front et qui a tout à fait à la fin de la guerre, lors de la dernière grande offensive allemande, a été très grièvement blessé en essayant de contenir cette offensive à la tête de la batterie qu'il dirigeait, faisant fonction de capitaine. Je relis aussi avec intérêt les documents que j'ai hérités de mon arrière-grand-père Flourens, qui était ministre des Affaires étrangères sous la Troisième République, et notamment un livre blanc ou livre jaune, je ne sais, peu importe, édité après le conflit par le Quai d'Orsay, par le ministère des Affaires étrangères français. Et on y lit la correspondance diplomatique du mois de juillet 14, c'est-à-dire précisément le mois qui a précédé l'entrée en guerre. Et il y a quelque chose d'absolument dramatique dans le fait que l'on voit que tous ces ambassadeurs de quelques pays qu'ils soient s'efforcent d'empêcher le conflit avec le pays auprès duquel ils sont accrédités et entre le pays qui les y a nommés, et que s'il ne s'était que leur bonne volonté, chacun y parviendrait, mais il y a un engrenage absolument fatal qui doit nous faire méditer sur la responsabilité des hommes politiques. Je pense en particulier à une lettre absolument surréaliste de l'empereur d'Allemagne, Guillaume II, que j'ai découverte à cette occasion, une des dernières lettres qu'il envoie à son cousin, car ils étaient cousins, Nicolas II, le tsar de Russie, à son cher Niki. Et il lui dit, Niki, si tu mobilises, je vais devoir entrer en guerre, car je ne peux m'offrir en quelque sorte le risque d'un conflit sur deux fronts, avec ton pays, l'immense empire russe, et avec la France. Et c'est vrai que c'est Guillaume II qui a pris l'initiative, en l'occurrence, d'attaquer la France. Et il poursuit en disant, mais cette guerre que fait l'Autriche à la Serbie, qui au départ n'est qu'une guerre limitée, provoquée par l'assassinat en Bosnie-Herzégovine de l'archiduc héritier autrichien, François Ferdinand, par des nationalistes serbes, que le gouvernement austro-hongrois soupçonne d'être appuyé par le gouvernement serbe, eh bien cette guerre, dit Guillaume II, elle est juste.
Les Serbes, dit-il, ont assassiné leur roi et leur reine quelques années auparavant. Ils ont assassiné, dit-il, l'archiduc François Ferdinand. Cette guerre que fait l'Autriche est une guerre juste, on dirait aujourd'hui une guerre pour punir des terroristes, n'est-ce pas? Et il ajoute, elle est nécessaire à la conservation en Europe du principe de la stabilité dynastique et de nos trônes. Autrement dit, Guillaume II va déclencher le caractère mondial de ce conflit au nom de la stabilité dynastique et du maintien des trônes monarchiques en Europe, alors que le résultat de ce conflit, au final, va être précisément de lessiver en quelque sorte l'Europe de toutes les monarchies assez paternelles, il faut bien le dire, qui s'y trouvaient à l'époque, à commencer par sa propre dynastie, les Hohenzollern, empereur d'Allemagne et roi de Prusse, qui vont disparaître dans la tourmente, ainsi que les Wittelsbach de Bavière, ainsi que le prince de Bade, ainsi que les duchés de Saxe, Cobourg et Gotha, ainsi que le roi de Wurtemberg. Tous les princes allemands vont être détrônés en 1918-1919 à l'issue de ce conflit. La monarchie millénaire des Habsbourg va également disparaître. Et les Romanov, le tsar de Russie et sa famille qui seront assassinés par les bolcheviks dans des conditions particulièrement dramatiques. Il est absolument stupéfiant, même à 100 ans de distance, de voir que ce terrible conflit a été en quelque sorte déclenché au nom de ce principe de stabilité dynastique qui devait aboutir en réalité à balayer tous les trônes d'Europe. Je crois que c'est une leçon à méditer. C'est une leçon à méditer. Les fautes politiques se payent par les peuples et elles se paient en larmes de sang. Je crois que nous devrions réfléchir à cela. Nous devons aussi réfléchir que si mal engagé qu'ait été ce conflit, si mal conclu qu'il l'a été par le traité de Versailles, il a été l'occasion chez nous de sacrifices incroyables dont le peuple français a montré qu'il était capable. Je rappelle qu'il y a eu 1,5 million d'hommes qui sont morts et je crois 2, 3, 4 millions de blessés, souvent dans des conditions atroces, qui sont restés mutilés ou avec les poumons détruits pour le restant de leur pauvre existence. Eh bien tout cela a été fait quand même pour défendre la souveraineté française. Je suis assez indigné qu'on ne retienne de cet épisode que les quelques rares cas de désertion ou de trahison qui ont été sanctionnés, dont nos bonnes âmes prennent aujourd'hui à titre posthume la défense, alors qu'il vaudrait mieux laisser les morts enterrer leurs morts, mais surtout nous inspirer du sacrifice de ceux qui jusqu'au bout ont tout fait pour défendre la souveraineté française et qui, je pense, l'ayant défendu contre la botte allemande et le casque à pointe, serait assez ahuri de ce qu'il verrait aujourd'hui en France et de cette véritable invasion pacifique, certes, encore que pas toujours, qui se déroule sous nos yeux. Cette substitution d'une population à une autre qu'un auteur a pu justement appeler le grand remplacement. Et tout cela avec la complicité des élites politiques et intellectuelles et économiques de notre pays, ce qui est extrêmement grave. Je pense que les combattants de 14 seraient aussi quand même très surpris de voir que maintenant la monnaie française s'imprime à Francfort, que le contrôle des frontières françaises se décide à Strasbourg. Je ne pense pas qu'ils soient tombés pour cela. Je le dis sans aucune agressivité à l'égard de l'Allemagne, mais je le dis gravement avec tous ceux qui cherchent à défendre ce qui nous reste de souveraineté, c'est-à-dire de liberté. Vous parliez de faute politique, Bruno Gollnisch. Cette semaine, ce samedi, ont lieu plusieurs rassemblements pour soutenir, le rassemblement de soutien et de solidarité aux chrétiens d'Irak notamment. Vous avez vous-même appelé à rejoindre ces rassemblements à Paris, à Lyon, mais en émettant sur votre blog une critique, notamment, et je rejoins la question précédente, sur les erreurs politiques des gouvernants français, sur les troubles qu'ils ont eux-mêmes créés dans ces pays-là. Est-ce que ça n'est pas un petit peu dur à l'égard, malgré tout, de chefs d'État qui ont essayé de faire de la diplomatie ?
Non, parce que la diplomatie française s'exerce très rarement d'ailleurs en faveur des véritables amis de la France. Elle ne s'est pas exercée sérieusement en faveur des chrétiens du Liban, par exemple. Elle s'est exercée à un moment en faveur de M. Kadhafi, puis ensuite elle a organisé l'assassinat de M. Kadhafi. J'espère que ce ne sont pas les armes récupérées de Kadhafi qui sont à l'origine de l'écrasement de l'avion qui survolait le Mali. Je suis d'ailleurs au sujet de ces affaires assez étonné que l'on laisse, et là je parle en tant que membre de la commission des transports du Parlement européen, à laquelle je vais soumettre cette question. Je suis assez étonné, disais-je, que l'on laisse des lignes aériennes en activité quand elles surplombent des secteurs dont on sait qu'ils sont agités par des conflits, par des guerres, et en un temps où 2 personnes suffisent, même sans instruction, pour manipuler un de ces fameux missiles Stinger qui descendent un avion à 10 000 mètres d'altitude. Mais fermons la parenthèse. Non, je crois que la France a été très imprudente en s'attaquant ouvertement au régime syrien, qui est certes très imparfait, mais en légitimant en quelque sorte les agissements de ceux qu'aujourd'hui on s'efforce d'emprisonner. Ces jeunes djihadistes qui partent pour se battre contre les troupes de M. El-Assad, eh bien, ils y ont été encouragés un temps par les déclarations de nos dirigeants politiques qui maintenant viennent leur dire que c'est très mal. Autrement dit, nous sommes dans le règne de l'incohérence la plus totale. Alors il y a une cohérence, en tout cas, qui devrait nous guider, c'est au moins de protéger des gens dont nous sommes plus proches par la culture, par la civilisation, et qui sont nos aînés. Parce que je persiste à affirmer que la France, et pas seulement la France, mais les pays d'Europe occidentale, sont des pays qui doivent une très grande part, et la plus grande part de leur culture et de leur civilisation au christianisme. Et ce christianisme, il n'est pas né chez nous. Nous l'avons reçu. Il est né en Orient, il est né au Proche et au Moyen-Orient, si déchiré aujourd'hui. Par conséquent, si nos frères coptes, chaldéens, grecs, melkites, maronites et autres venaient à disparaître, eh bien ce serait un pan entier de notre civilisation qui disparaîtrait. Et c'est précisément ce que cherchent des formes d'islamisme fanatique, avec lesquelles d'ailleurs aussi bien les Américains que nous-mêmes parvenons parfaitement à nous entendre dès lors que nous y trouvons des intérêts matériels. Le député européen prend des vacances cet été ? Oh oui, je vais prendre des vacances, mais je vais prendre l'essentiel de ces vacances, je dois dire, chez moi, en rangeant ma bibliothèque, ce qui est une entreprise qui requerra, je pense, tous mes soins pendant plusieurs semaines et qui ne m'empêchera pas pour autant de m'occuper de mes petits-enfants et de jouer au train électrique avec l'aîné et à des jeux plus innocents avec ses sœurs cadettes. Nous vous laissons pour quelques actions militantes, je crois, avec la section hiéroise du Front National. Que je me réjouis de retrouver, absolument. Et nous vous souhaitons un bon mois d'août, Bruno Gollnisch. Merci.